Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La réforme du Code du travail à l'épreuve du Sénat. Le projet de loi de ratification des ordonnances a été examiné ce matin en commission. On verra les modifications apportées par les sénateurs avant le vote en séance le 23 janvier, alors que la contestation de ce texte est devenue quasiment inexistante dans la rue. Cette réforme permettra-t-elle de créer des emplois? C'est son principal défi, car malgré une croissance française qui va progresser selon l'INSEE au cours des 2 premiers trimestres, l'emploi reste la principale ombre au tableau. Le débat dans cette édition. Le bureau du Sénat à l'Élysée avant une réunion au sommet ce soir sur la révision constitutionnelle. Emmanuel Macron multiplie les gestes envers la Haute Assemblée. Le chef de l'État recherche toujours un compromis avec Gérard Larcher, notamment sur la limitation du nombre de mandats dans le temps. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Trani en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, direction tout de suite l'hémicycle où nous attend Tam Trani. Bonjour Tam, la séance se termine avec le rejet en nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificatif pour 2017. Et oui, effectivement, puisque les sénateurs ont adopté une motion de procédure qui a eu pour effet d'écourter le débat et de directement rejeter le texte. C'est un processus assez classique lorsqu'une chambre constate un désaccord insoluble avec le gouvernement. C'est d'ailleurs ce qui avait eu déjà lieu hier lors de l'examen du projet de loi de finances 2018. Alors il est vrai qu'il y a eu des oppositions de fond entre le Sénat et l'exécutif, des oppositions qui ont d'ailleurs été listées par le secrétaire d'État Olivier Dussopt, notamment le solde budgétaire de l'État ou encore la question du prélèvement à la source. Mais au-delà, le rapporteur Les Républicains, Albéric de Montgolfier, a lui reproché au gouvernement d'être incohérent puisque pour lui, les apports du Sénat, certains étaient adoptés avec l'accord du gouvernement ici à la Chambre haute. Et bien ensuite, ils étaient sortis du texte à l'Assemblée nationale avec la bénédiction du même exécutif. Écoutez les reproches d'Albéric de Montgolfier qui a d'ailleurs illustré très concrètement ce sujet. Comment comprendre que des engagements du ministre, un certain nombre de ministres se sont succédés, dont vous-même, Monsieur le ministre, ne valent que dans notre hémicycle, quand le gouvernement dit « je m'engage à trouver une solution » et qu'ensuite on dit autre chose à l'Assemblée nationale, ces engagements sont oubliés. Nous ne comprenons pas la méthode qui consiste à dire dans un hémicycle une chose et dans l'autre autre chose. Nous souhaitions, et c'est également une position assez consensuelle du Sénat, que les plateformes de réservation en ligne ne puissent plus verser le montant des loyers perçus sur des cartes anonymes prépayées à l'étranger, car manifestement, je le dis solennellement, il s'agit d'incitation à la fraude fiscale et bizarrement, le gouvernement repousse cette interdiction de 18 mois. Donc allez-y, continuez à frauder, c'est ce que vous dit le gouvernement. Vous avez 18 mois pour être payé sur des cartes prépayées. C'est absolument incompréhensible. Et hormis ce sujet très polémique et dans l'actualité, des cartes prépayées d'Airbnb, Albéric de Montgolfier a cité de très nombreux autres sujets, aussi bien sur l'ouverture des données de l'administration fiscale que sur les monuments historiques. Il faut dire que ce collectif budgétaire, il porte sur des sujets extrêmement divers, ce que d'ailleurs déplorait le sénateur de La République En Marche, Julien Bargeton, qui a fustigé un marathon budgétaire constitué de textes fourre-tout. On l'écoute. Je pense avoir identifié le point qui, au moins à ce stade du constat, est susceptible de nous mettre d'accord. La procédure budgétaire, dans son épure actuelle, est à bout de souffle. Ce collectif budgétaire de fin d'année en est l'illustration. Un examen au pas de charge, une inflation du nombre d'articles du fait de l'ajout d'amendements, notamment gouvernementaux, mais pas seulement, dans chaque assemblée. Et au final, l'équivalent législatif d'un ancien magasin du Pont-Neuf. On y trouve de tout. Bargeton qui aurait toutefois voulu poursuivre le débat autour de ce collectif budgétaire, mais cela n'a pas été le cas puisque les sénateurs ont adopté une motion de procédure qui a interrompu le débat et directement rejeté le texte avec 198 voix pour contre 134 voix.
Merci à vous, Tam, et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Je vous le disais en titre, le bureau du Sénat a reçu à l'Élysée pour un déjeuner avant une rencontre ce soir entre Emmanuel Macron et les présidents des deux assemblées sur la réforme constitutionnelle. Ce sera l'un des dossiers chauds de l'année 2018, car si certaines mesures font consensus, comme la suppression de la Cour de justice de la République ou la réforme du parquet, la réduction du nombre de parlementaires inquiète la Haute Assemblée qui craint de voir certains territoires défavorisés par cette mesure. Alors pour en parler, on retrouve Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat avec Philippe Dallier, vice-président du Sénat, qui était à ce déjeuner. Absolument. Bonjour Philippe Dallier. Bonjour. Vous, avant de parler bien sûr de la réforme constitutionnelle, vous revenez tout juste donc de ce déjeuner à l'Élysée avec le chef de l'État. Qu'avez-vous retenu de cette rencontre? Quels ont été les sujets abordés? Il y a eu énormément de sujets abordés puisque l'ensemble du bureau du Sénat était là, donc toutes tendances politiques confondues. Et chacun s'est exprimé, a interrogé le chef de l'État sur les sujets qui le préoccupaient particulièrement. Donc on a eu aussi bien le Grand Paris ou le logement pour ma part, que des sujets sur l'agriculture, sur les petites communes, sur la réforme des collectivités territoriales, leurs moyens financiers. Voilà, il y a eu énormément de sujets abordés et le chef de l'État nous a consacré plus de 2 heures, qui est bien. Et vous avez trouvé, vous me le confiez à l'instant, le chef d'État plutôt agile sur tous ces sujets? En tous les cas, avec une capacité à répondre dans le détail à chacune des questions qui, effectivement, est plutôt impressionnante, oui, parce qu'il y a quand même eu des questions très pointues, très particulières. Et bon, le chef de l'État n'a esquivé aucune de ces questions. Et je pense que l'ensemble des parlementaires de droite ou de gauche ou du centre sont repartis, j'allais dire, plutôt contents du débat qui s'est engagé avec nous. Alors justement, comment vous analysez cette popularité de l'exécutif qui est plutôt inédite? Est-ce que c'est dû à la chance, dû au talent des équipes, du chef de l'État? Écoutez, il faudrait interroger ceux qui sondent les Français et voir... Non mais vous faites aujourd'hui partie de l'opposition, c'est intéressant de savoir quel regard vous portez là-dessus. Écoutez, je pense qu'Emmanuel Macron a effectivement bénéficie d'un ensemble de facteurs qui font que, et il faut aussi parler de sa capacité en matière de communication, de sa ténacité à porter des sujets, il faut le reconnaître, qui, j'allais dire, peuvent séduire aussi bien notre électorat qu'une partie de l'électorat de gauche. C'est ce qui a fait son succès à l'élection présidentielle. Il est toujours sur cette ligne-là, avec une certaine volonté et fermeté affichée, même si ça peut déplaire à d'autres. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi peut-être une part de chance, parce qu'une conjoncture économique qui s'améliore, nous dit l'INSEE. Bon, il n'y a pas de résultat en matière de chômage pour le moment. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un ensemble de facteurs qui peuvent expliquer que sa popularité remonte, ce qui n'était pas arrivé à un président de la République depuis très longtemps dans ces circonstances. Philippe Dallier, sur la réforme constitutionnelle, une réunion va donc avoir lieu tout à l'heure à 18h ce soir. Voilà, on le sait, le chef de l'État cherche un compromis avec Gérard Larcher, en particulier sur la limitation du nombre de mandats. Où en sont les discussions? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Oh, il y a d'autres sujets que Gérard Larcher va effectivement... On sait que c'est un des points qui pose problème. Nous considérons qu'on a déjà été très loin en matière de non-cumul des mandats, et probablement très loin, parce que le fait de ne plus permettre à un parlementaire d'être même maire d'une commune de 500 habitants ou adjoint au maire d'une commune de 20 000, 30 000, nous pensons que nous sommes allés trop loin, mais je ne pense pas qu'on reviendra là-dessus. Après, limiter le cumul dans le temps, c'est-à-dire 3 mandats maximum et après terminer, nous pensons que les électeurs sont encore assez grands pour choisir. Donc je pense que ça fera partie des sujets qui seront mis sur la table par Gérard Larcher, mais on parlera aussi également de la réduction du nombre de parlementaires, parce que si nous sommes effectivement d'accord sur le principe, après se pose la question de la représentation des territoires, et notamment des territoires les moins peuplés. La question du mode de scrutin sera également posée. Bon, il y a beaucoup de sujets importants. De façon plus générale, plus globale sur cette réforme, qu'est-ce qui vous inquiète? Est-ce que c'est justement le renforcement de la fonction présidentielle, si on amoindrit le rôle du Parlement? Écoutez, il ne s'agit pas d'amoindrir. Enfin, en tous les cas, je n'ai entendu personne, justement, proposer d'amoindrir le rôle du Parlement. La Ve République, c'est déjà le parlementarisme rationalisé. On sait que le Parlement est très encadré, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Personne n'envisage d'aller plus loin. Par contre, on pourrait effectivement, en matière d'organisation du débat parlementaire, modifier un certain nombre de choses. De façon plus efficiente. Oui, de manière plus efficace, mais pas forcément au détriment du Parlement. En tous les cas, j'espère que ça ne sera pas le cas. Très bien, le message est passé. Merci Philippe Dallier d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction en direct. Édouard Philippe assume complètement le recours à un vol privé qui a coûté 350 000 € entre Paris et Tokyo pour le ramener, lui et sa délégation de Nouvelle-Calédonie. Mais la polémique enfle et le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a dû voler à son secours ce matin. Héloïse Grégoire.
Un vol à 350 000 € qui secoue le gouvernement. Pour rentrer de ce voyage officiel de Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre et une délégation composée de 60 personnes empruntent dans un premier temps cet A340. Un avion de l'armée de l'air affrété pour l'occasion. Mais une fois arrivé à Tokyo pour une escale technique, Édouard Philippe descend de l'appareil pour embarquer dans un autre A340, mais cette fois-ci plus luxueux et confortable. Un vol à hauteur de 350 000 €, une décision que le Premier ministre assume. Et je l'assume complètement. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un dérapage? Je l'assume complètement, cette décision. Et vous avez peut-être vu quand je suis arrivé devant les studios de RTL, que je suis arrivé avec 4 véhicules, avec des motards, avec plus de 15 personnes, avec un médecin, Madame Martichoux, qui me suit en permanence, et un transmetteur de l'armée qui me suit en permanence, parce que c'est le régime qui est donné au Premier ministre. Du côté de l'opposition, le coût du vol a suscité de nombreuses réactions. Franchement, moi, je veux bien que le Premier ministre assume et trouve le moyen de dire, en plus, ça coûtait moins cher que quand Manuel Valls y est allé. Donc Manuel Valls aura l'occasion de s'expliquer. Mais enfin, quand même, moi, je ne comprends pas. Là, je ne sais pas. Il faudra expliquer pourquoi. La ligne de défense du gouvernement a fait bondir Manuel Valls, qui a rapidement réagi ce matin à travers ce tweet. L'avion privé s'est posé le 6 décembre à 7h30 à Orly, soit 2 heures avant celui de l'armée de l'air, un argument de taille pour Matignon. Au même moment, Emmanuel Macron s'apprêtait à décoller en Algérie et question de protocole, en l'absence du chef de l'État, le Premier ministre doit se trouver en métropole. En attendant, l'avion de l'armée de l'air est rentré à Paris, quasiment sans aucun passager. Et puis on l'a appris, le ministère de l'Intérieur va retirer de son projet de loi sur l'immigration la notion contestée de pays tiers sûr. Cette notion aurait permis, sous certaines conditions, de renvoyer un candidat à l'asile vers un pays de transit. Cette disposition avait suscité une levée de boucliers au sein même de la majorité présidentielle. La croissance, enfin, sur de bons rails. Après une année marquée par une reprise solide, les prévisions de l'INSEE sont de bon augure et viennent confirmer un rythme soutenu pour l'année 2018. Principale ombre au tableau, la création d'emplois qui marque le pas. Explication Cécile Sixou. C'est du jamais vu depuis 2011. L'INSEE prévoit un taux de croissance de 1,9% en 2017 et ce jusqu'en 2018. Des indicateurs qui passent au vert grâce notamment à un environnement international porteur, mais aussi une hausse des investissements des entreprises. Si ces chiffres sont bons, ils auront en revanche peu d'effet sur le chômage qui ne devrait que légèrement baisser et passer de 9,7% à 9,4% de la population active. En cause, la baisse des emplois aidés qui devrait passer de 460 000 en 2016 à 200 000 en 2018. Point noir de ces prévisions, les Français vont payer plus d'impôts, surtout début 2018, où les hausses comme la CSG, le tabac ou l'énergie ne seront pas compensées par les baisses comme la taxe d'habitation. Une différence tout de même de 4,5 milliards d'euros qui pourrait avoir un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Et on continue les réactions au Sénat avec vous, Saveria Rojek. À vos côtés, le rapporteur général de la Commission des Finances, le sénateur Les Républicains, Albéric de Montgolfier. Bonjour Albéric de Montgolfier, merci de répondre à nos questions. Avant de parler bien sûr de vous faire réagir sur ces prévisions de croissance, quelques mots, une réaction alors que le collectif budgétaire a été rejeté à l'instant par le Sénat. C'est une question préalable qui a été adoptée. Pouvez-vous nous dire d'abord pourquoi ? Pourquoi le collectif tout simplement a été rejeté ? parce que nous avions en première lecture examiné la totalité de ce collectif budgétaire. Nous avions fait un certain nombre de propositions d'amélioration. Certains amendements d'ailleurs avaient été votés à l'unanimité par le Sénat ou pour d'autres à une très large majorité. Et enfin, pour certains articles, le gouvernement avait donné un avis favorable ou un avis de sagesse. Et malheureusement, ce qu'on constate après la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale qui s'est déroulée la nuit dernière, c'est que finalement, très peu des propositions du Sénat ont été retenues. Et très souvent, le gouvernement a demandé à l'Assemblée nationale de revenir à sa position initiale de retour à la case départ. Donc nous considérons dans ces conditions qu'il n'est pas forcément nécessaire de passer du temps pour essayer d'améliorer le texte et d'arriver à trouver une solution de compromis avec l'Assemblée nationale. Mais justement, est-ce que vous pensez que le Sénat est toujours dans une position d'opposition constructive ? On connaît l'expression. Le Sénat, il est pas... Quand il rejette le budget avant même son examen. Non, parce qu'il l'a examiné totalement, que ce soit pour le budget. Il l'a examiné une première fois, mais pas et pour le PLFR, nous sommes allés jusqu'au bout du texte. Nous avons passé des dizaines, des centaines d'heures. Pareil pour le PLFR. Nous avons été au bout de la commission mixte paritaire. Nous avons essayé de la faire réussir en faisant des propositions.
Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture. Le gouvernement avait dit, on prend un certain nombre de vos amendements, un certain nombre d'avancées, ou ici on a donné des avis de sagesse, et ensuite on continue à persister dans ces avis favorables à l'Assemblée. Malheureusement, on nous dit en gros, retour à la caisse des départs. Donc ce n'est pas forcément utile de continuer un débat qui, malheureusement, ne fera pas bouger les positions du gouvernement. Alors, les prévisions de croissance revues à la hausse, ce sont bien sûr des bonnes nouvelles. À quoi est-ce dû? Est-ce que c'est le climat, c'est aussi la conjoncture internationale, et c'est aussi peut-être le bilan de François Hollande? C'est surtout, vous voyez, la situation en Europe qui partout s'améliore. Les pays les plus malades, je pense à ceux de l'Europe du Sud, par exemple, l'Espagne, le Portugal, même la Grèce, qui ont fait d'ailleurs des efforts importants, eh bien, voient leur croissance revenir. Et donc, globalement, vous avez une amélioration de la conjoncture en Europe, heureusement. Mais rien n'est dû aux politiques antérieures votées appliquées en France. Malheureusement, vous avez qu'il y a toujours un effet retard. Et les politiques, elles se sont réduites plutôt par un taux vous voyez, de prélèvement obligatoire qui reste extrêmement élevé. Donc, on n'est pas encore dans le choc fiscal. Alors, peut-être que les mesures actuelles, la baisse de l'IS, amèneront à plus de croissance. Ce qu'il faut voir, c'est que ça va sans doute amener un regain de recettes fiscales. Ça, c'est plutôt positif. Ça va améliorer sans doute la situation budgétaire. Et l'inconvénient, c'est qu'il ne faudrait pas que ça relâche les efforts et qu'on se dise, comme on a un peu plus de croissance, un peu plus de recettes, il faut relâcher l'effort. Je vous rappelle qu'on est le pays qui reste la plus basse situation budgétaire. Et on est le seul pays en Europe qui continue à voir son endettement s'accroître. En revanche, très rapidement, pas d'amélioration sur le front du chômage, sur la création d'emplois? Non, pas d'amélioration. Il y a plusieurs phénomènes. On peut les expliquer longuement, mais vous savez qu'il y a une partie, notamment de l'industrie, qui est de moins en moins consommatrice de main-d'œuvre. Il y a quand même aussi, à travers le taux de croissance, ça dit beaucoup de choses. Il y a des produits importés. Tout n'est pas. Et quand on voit les chiffres du déficit de la France, malheureusement, le taux de croissance et l'amélioration de la consommation, c'est pas forcément pour la production française. Vous le voyez. Donc, on pourrait avoir un débat sur la TVA, par exemple. Très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Alors que la ratification des ordonnances par le Parlement devrait être finalisée fin janvier 2018, après l'examen au Sénat, les syndicats ont du mal à mobiliser contre cette réforme du Code du travail. À l'appel de la CGT, un rassemblement avait lieu aujourd'hui à Paris. Écoutez ces réactions de syndicalistes recueillies par Stéphane Malian. On a vu que là, ils avaient pris une 6e ordonnance pour encore muscler le contenu des ordonnances. Donc il ne faut surtout pas, même s'il ne se passe plus rien au niveau national, au niveau interprofessionnel, nous, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Il y a plein de grèves, des grèves extrêmement longues, des grèves déterminées. Il y a une grève par exemple chez Vélib, main dans la main, Sud et la CGT. On a gagné le maintien de l'emploi. Il y a une grève dans le nettoyage, 45 jours de grève, ils ont gagné. Il y a des grèves en cours dans l'hôtellerie, il y a des grèves en cours dans la restauration. Il n'est pas vrai que les salariés ne veulent pas se battre. Nous, on voit tous les jours que sur le terrain, en tout cas, ça se bat. Pour se défendre, pour l'amélioration des conditions de travail, pour l'augmentation des salaires, il y a un potentiel. Et c'est ce que la manifestation d'aujourd'hui veut exprimer. Il est allé trop vite parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment tenu compte de ce que les organisations syndicales proposent. Parce que la CGT a des propositions aussi, mais généralement, ils en tiennent très peu compte, quoi. Et c'est dans ce contexte que le Sénat s'empare de cette réforme du Code du travail. Les ordonnances ont été examinées ce matin en commission avant un passage en séance. Ce sera fin janvier. Comment cette réforme, qui a pour objectif de changer l'état d'esprit du Code du travail, a-t-elle été accueillie par les sénateurs? Élément de réponse avec Stéphane Amalian. Les ordonnances sur le Code du travail sont de retour au Sénat. Ce matin, la commission des affaires sociales étudiait le texte qui reste fidèle à la volonté du gouvernement. Les améliorations que peuvent apporter la majorité du Sénat ou la majorité de l'Assemblée nationale sont conformes à l'habilitation. Donc il faut maintenant mettre en place ces ordonnances et je suis persuadé qu'elles entraîneront un meilleur dialogue dans l'entreprise et qu'elles contribueront à lutter contre le chômage et contre les gens qui n'ont pas d'emploi sur le territoire national. Parmi les dispositions figure la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Concrètement, un employeur pourra dans certains cas négocier le temps ou l'organisation du travail directement avec ses salariés. Mais certains domaines resteront de la compétence de la branche. Les ordonnances prévoient également la fusion du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT, désormais englobés dans le comité social et économique. Autre mesure, les entreprises en difficulté pourront invoquer le licenciement économique. Le périmètre d'appréciation des difficultés économiques d'un groupe sera restreint au territoire national. Les indemnités prud'homales pour licenciement abusif seront plafonnées et le CDI de chantier devrait être créé.
Les sénateurs socialistes et communistes opposés à ces ordonnances ne se font plus d'illusions. Ces mesures vont intégrer le droit français, mais eux pensent aux conséquences. Et le débat, il doit se faire maintenant avec la population pour bien expliquer qu'il n'y aura aucune création d'emplois, aucun dynamisme de l'économie qui sera la résultante de ce projet de loi, bien au contraire. Le gouvernement a adopté une nouvelle ordonnance ce matin en Conseil des ministres. Elle vise à apporter quelques rectifications et sera, comme les précédentes, discutée en séance à partir du 23 janvier 2018. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Philippe Mouiller, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres, membre de la Commission des Affaires sociales. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Fabrice Angéi, bonjour. Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. J'accueille également Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME. Sur ce plateau également, Jean-Louis Touraine, bonjour, sénateur socialiste d'Ille-et-Vilaine. Et enfin, j'accueille Martin Lévrier. Vous êtes sénateur à La République En Marche des Yvelines. Merci à tous les cinq. Messieurs, première question pour vous, Fabrice Angéi. On voit les syndicats qui ont de plus en plus de mal à mobiliser contre cette réforme du Code du travail. Comment l'expliquez-vous ? Ce que vous avez montré lors du reportage, en ouvrant ce débat, c'est la Fédération CGT du commerce. Ce n'est pas l'ensemble. Donc ça prouve bien qu'il y a aujourd'hui des luttes. Ça a été dit, il y a des luttes gagnantes dans les entreprises. Et à travers la question des ordonnances, il y a aussi la question du travail dominical. Il y a les questions aussi des plans de suppression d'emplois à Carrefour et dans d'autres enseignes à venir. C'était ça qui était dénoncé ce matin. Et moi, je vois différemment. Je vois des luttes qui se poursuivent, même si on indique que le processus de ratification touche à sa fin, avec différentes modalités. Donc il n'y a pas d'épuisement et dans ce pays, l'opinion publique est toujours opposée aux lois de travail. Mais la mobilisation, vous ne le contestez pas, reste faible, cette opposition dans la rue ? La mobilisation, elle a de multiples formes. Là, ça a été, donc c'est sectoriel, on le voit, c'est les salariés du commerce, c'est pas simple à cette fin d'année. Et donc, je crois qu'en Carrefour, il y aura un mouvement de grève donc pour cette fin d'année aussi. Les luttes d'entreprise, elles sont nombreuses dans le territoire. Ce n'est pas uniquement une journée de mobilisation interprofessionnelle. Donc aujourd'hui, à la CGT, elle se déploie auprès des salariés pour expliquer, pour porter ses propositions et pour continuer un combat qui est de longue haleine, puisque avec les ordonnances, il y a, on ne va pas le développer ici, réforme de la formation professionnelle, apprentissage. Ce sera le second volet pour 2018. Martin Lévrier, on continue sur ce contexte. Comment expliquez-vous finalement cette faible opposition ? Vous la mettez au compte du gouvernement qui a su expliquer le bien fondé de cette réforme du Code du travail ? Je la mets au compte de tous les Français et de l'écoute qu'ils ont prise sur une nouvelle réforme du droit du travail qui est fondée sur une logique de négociation et de travail en commun. Je veux dire, on change de paradigme. On était dans une logique avant souvent de lutte des classes, de conflit avec des syndicats et des patronats qui s'opposaient. On rentre, je crois, grâce à ce besoin de travailler ensemble dans une logique de négociation permanente dans l'entreprise. Et la loi ouvre toutes ces négociations. Et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a une si faible mobilisation. Les Français l'ont compris pendant l'élection. Le président assume ses choix, écoute et fait évoluer ses propositions. Tout le monde l'a entendu, tout le monde l'a vu. La négociation a été très forte. Continuons la négociation, arrêtons la lutte, comme vous le dites, et le combat. Jean-Louis Touraine, est-ce que la gauche sénatoriale est prête à refaire le match dans l'hémicycle sur la ratification de ces ordonnances, comme elle avait fait contre le projet de loi d'habilitation ? C'est pas à proprement parler un match. D'abord parce que les forces sont déséquilibrées, nous sommes largement minoritaires et par conséquent on n'a que peu d'espoir de l'emporter. Pour autant, il est nécessaire que nous puissions nous exprimer parce que nous avons là en perspective une régression en matière de droit du travail qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent. En fait, les évolutions dans notre pays ont toujours été une progression des droits des travailleurs, des droits généraux pour l'ensemble de la population. Là, on a un retour en arrière. Le nouveau monde se caractérise par des recettes anciennes et la possibilité pour le patronat de mieux licencier, plus facilement, sans indemnité, ou tout au moins en les diminuant. Bref, sous les mots du bonheur, parce qu'on parle de dialogue, de compétitivité, on parle de sécurisation, sous les mots du bonheur, on a en réalité une grande précarisation de l'ensemble des salariés.
Philippe Mouilly, on a entendu dans le reportage de Stéphane Amalian, Alain Milon, le président de la Commission des affaires sociales du Sénat, dire bien que ces ordonnances allaient permettre un meilleur dialogue dans l'entreprise. Est-ce que le Sénat va apporter quelques modifications ou est-ce qu'on s'achemine vers une ratification de ces ordonnances dans les mêmes termes qu'à l'Assemblée nationale? Alors, il y a quelques évolutions, quelques amendements ont été proposés ce matin, mais je crois que d'une façon générale, dans la philosophie du texte, on est même dans les mêmes orientations qui ont été portées par le gouvernement. Quelques précisions qui sont souvent à la fois un regard plus particulier autour des très petites entreprises et quelques adaptations également sur la réécriture d'un certain nombre de règles à travers les branches. Donc on est vraiment sur des évolutions, mais le principe de la majorité sénatoriale, c'est avant tout un soutien sur cet élan de modernité, j'aime bien le terme modernité, du dialogue social qui correspond réellement aujourd'hui aux besoins à la fois des entreprises et des salariés. Jean-Yves Duménil, quel regard portez-vous sur ces ordonnances? Est-ce qu'elles vont permettre aussi de créer de l'emploi? Ça, c'est le défi aujourd'hui. Eh bien, écoutez, d'abord, le premier point qui est très important, et ça a été dit tout à l'heure, c'est que ce sont des ordonnances qui sont tournées cette fois-ci, et c'est suffisamment rare pour être souligné, vers les petites entreprises, qui sont adaptées aux spécificités des petites entreprises. Donc, très clairement, maintenant, ce qu'on en attend, c'est évidemment pas la possibilité de licencier. Vous savez, c'est pas le rêve des chefs d'entreprise de licencier. Licencier, c'est un échec pour le salarié, mais c'est aussi un échec pour l'employeur. Je crois qu'il faut quand même réaliser ça. Ce qu'on en attend maintenant, au contraire, c'est davantage de dialogue social. Là où on avait des accords tacites, qu'on puisse avoir des accords officiels, si je puis dire. Et puis aussi, on attend davantage de lisibilité pour les chefs d'entreprise, en espérant, et on va les inciter à le faire, qu'ils pourront embaucher davantage parce qu'ils auront davantage de lisibilité et qu'en cas de conflit, eh bien, à la fois du côté des salariés et du côté des employeurs, chacun sera en mesure de savoir ce qu'il attend. Voilà, donc cette lisibilité, elle est dans l'intérêt de tout le monde. Et donc, on n'est certainement pas dans la lutte des classes, on est au contraire dans l'intérêt partagé des entreprises. Ouais. Fabrice Angy, est-ce que vous pensez que ces ordonnances vont permettre justement d'embaucher les salariés? Non, mais c'est Mme Pénicaud elle-même qui le dit, en disant que les ordonnances en soi ne créeront pas d'emploi, et ça on le partage. Pour une fois qu'elle dit quelque chose de juste, on le partage. Mais moi, je veux revenir sur le dialogue social. Aujourd'hui, 35 000 accords d'entreprise sont signés. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue social. Et parmi ces 35 000, c'est la moyenne annuelle, donc plus de 85% sont signés par la CGT. Donc voilà, on a des propositions, on signe aussi des accords lorsqu'ils sont favorables aux salariés. Ce que fait ces ordonnances, au contraire, ça va être de rendre plus difficile le dialogue social. Parce qu'on contourne les organisations syndicales sur la signature d'accords, on y reviendra peut-être, à travers les référendums d'entreprise d'une part, et puis on écarte certains indicateurs que peuvent être les délégués, ce que peuvent faire remonter les délégués du personnel sur la situation des collectifs de travail, sur les lieux de travail, les CHSCT, sur les organisations, et au contraire, moi je vous prédis des conflits beaucoup plus violents en enlevant les témoins et les indicateurs qui étaient les institutions représentatives du personnel sur le triptyque CHSCT, conditions hygiène, sécurité, conditions de travail, délégués du personnel et comité d'entreprise. Ça, c'est une réalité. Simplement, moi, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est qu'évidemment, il y a déjà un dialogue social. Oui, il y a des accords qui sont signés. Vous l'avez dit, c'est parfaitement exact. Mais je ne vois pas pourquoi, demain, il y aurait moins de dialogue social dans les entreprises. Vous savez comme moi que dans les PME, et c'est simplement les faits, les syndicats de salariés ne sont pas présents. Il y a 4% de syndicats dans les PME. Donc, vous en savez pour moi les raisons aussi. Dans la loi El Khomri, on avait la faculté de signer des accords simplement à condition qu'on ait une présence syndicale. Donc ça veut dire que cette possibilité était offerte uniquement aux grandes entreprises et pas aux PME. Là, les PME vont enfin pouvoir profiter d'un texte. Donc c'est positif. Et c'est pas contre les syndicats, c'est simplement un constat. Martin Lévrier, est-ce que vous pensez que c'est une mise à l'écart des syndicats dans l'entreprise? Je pense que ça peut être exactement le contraire. Encore faut-il que les syndicats le veuillent, parce que une entreprise, ce ne sont pas que des anges, je suis d'accord avec vous, mais tout le monde a besoin de travailler ensemble et d'accord. Et quand on recherche un accord, un employeur qui va rechercher un accord intelligent a besoin de trouver des salariés qui ont envie de travailler avec lui. Et les salariés ont besoin d'être aidés. Et c'est là où les syndicats vont avoir un nouveau rôle, enfin leur vrai rôle, mais qui va reprendre à partir du moment où ils seront dans cette logique constructive de dire oui, l'entreprise c'est intéressant, ce sont des hommes et des femmes qui vont travailler ensemble et on peut donc faire des accords. Moi j'ai fait des accords assez souvent avec des syndicats ou sans syndicats ou en faisant venir des gens qui n'étaient pas des syndicats et c'était les meilleurs accords. Donc reprenez le flambeau des petites entreprises, elles sont demandeuses, j'en suis convaincu, les employeurs ne sont pas des monstres et les salariés ne sont pas des monstres.
vous souhaitez intervenir? Oui, tout à fait. Je crois qu'il est dans le même sens. Je crois qu'au contraire, le fait que dans des très petites entreprises, on ait la possibilité de discuter au sein même de la structure, ça doit pouvoir donner envie aux salariés de se renseigner, de se rapprocher des syndicats. Dès lors qu'il y a cette capacité d'avoir ce dialogue et cette volonté d'ouverture, je pense que c'est une plus-value. Et je reviens sur l'aspect création d'emplois. On est d'accord, on a entendu tous la ministre du Travail sur cette position, mais globalement, on est bien sur une réforme globale avec plusieurs étages. Et c'est lorsqu'on sera amené à traiter la globalité que je pense qu'on aura vraiment des vraies plus-values. Simplement un dernier exemple, j'ai eu l'occasion très récemment de rencontrer un certain nombre d'industriels étrangers. Déjà, le regard sur la France est différent parce que le fait d'avoir enclenché une réforme du Code du travail avec une volonté de souplesse donne plutôt un effet positif. Et donc, je pense que même en matière d'investissement potentiel et de partenariat, les choses peuvent bouger parce que c'est une philosophie différente qui est proposée aujourd'hui. Jean-Louis Touraine. Oui, sur ce point, parce que je l'ai entendu ce matin déjà, ça, laissant entendre que M. Macron arrive et par conséquent les investissements étrangers se développent. Il faut quand même relativiser les choses. En 2012, nous étions le 17e pays de l'OCDE pour les investissements étrangers. En 2016, nous sommes le 8e pays. Et en 2017, le 7e pays. C'est dire que c'est une longue évolution et c'est pas lié seulement à l'arrivée de M. Macron. Deuxième chose, quand même, tout est en place. Moi, je suis d'accord sur le fait que dans la plupart des entreprises, le climat est le meilleur. Et je sais bien qu'un chef d'entreprise n'a pas pour vocation, n'a pas d'ailleurs comme envie de licencier parce que ses meilleurs compagnons, il veut les garder. En règle générale, et j'ai monté sur mon département quand j'étais président de conseil général, j'ai monté toute une réflexion avec le MEDEF, avec les syndicats, sur la dynamisation des parcours professionnels, pour montrer qu'on pouvait peut-être trouver des solutions pour éviter le chômage. La prochaine fois aussi. D'accord. Simplement, l'ensemble du dispositif est tel que on n'échappera pas sûrement à des licenciements en grande quantité. D'abord, la négociation. La négociation peut se faire du patron, le référendum peut être à la main du patron, avec les salariés qui sont en situation de subordination et par conséquent d'infériorité. Deuxièmement, l'accord d'entreprise permet de jouer pas sur les salaires, mais sur les revenus, sur les primes du 13e mois, ce qui explique d'ailleurs le mouvement des transporteurs, qui ont voulu que ce soit réintégré dans l'accord de branche. Troisièmement, l'accord de compétitivité, tel qu'il peut être décidé par accord à l'intérieur de l'entreprise, est d'une telle largeur d'intégration de l'ensemble des thèmes que tout peut y rentrer. Et l'accord de compétitivité, il peut aller jusqu'à la baisse de salaire, sans qu'il y ait de développer une contrepartie pour les salariés. Vous voyez que tout est en place pour faire que les licenciements se fassent de façon extrêmement rapide, sans autre formalité, et que les risques sont extrêmement grands de voir se précariser l'ensemble du salariat. Oui, parce que je pense qu'il ne faut quand même pas idéaliser autant que cela le monde de l'entreprise et le monde du travail, sur lequel cette loi ne s'attarde pas du tout, ne s'intéresse pas du tout. Parce que les petites entreprises, moi je veux bien, on va discuter avec les salariés, mais il y a un lien de subordination qui est très fort. Et ça, on ne peut pas le nier, le pouvoir du patron. Et là, je ne fais pas un jugement de valeur sur bon patron, mauvais patron. Le pouvoir du patron est très fort sur les petites entreprises. Et c'est une des explications de la difficulté d'implantation syndicale, j'avoue, qui est faible. Mais la première des raisons, c'est la peur de se syndiquer, parce que la discrimination, elle est établie. Elle est établie par les statistiques, le ministère du Travail la reconnaît. On peut pas dire ça. Elle est établie, elle est reconnue. On est plus à l'époque de Zola, on peut plus dire une chose comme ça. Mais moi, je vous invite à aller voir certaines entreprises, on n'en est pas loin, et le Code du travail nous y ramène sur le paiement à la tâche, à l'époque de Zola et de l'absence de droit. Donc moi, je crois que ce qu'ont besoin les entreprises, c'est tout à fait autre chose. Elles ont besoin de carnets de commandes remplis, elles ont besoin d'une autre fiscalité, cette entreprise, elles ont besoin donc de l'implication, de la responsabilité du donneur d'ordre. Parce qu'il y a un donneur d'ordre, malgré tout, pour une PME sur deux. Elles ont besoin d'un accès plus facilité au crédit bancaire, au réseau bancaire. Elles ont besoin aussi de pouvoir, et parce qu'elles sont importantes dans le tissu de la vie locale, donc participer au marché public des collectivités territoriales. Et je pense que sur ces points-là, on est d'accord. Et demain, on aura une négociation, peut-être vous et moi, sur la RSE. On verra si on sera capable de franchir un pas. D'abord, dans un premier temps, Martin Lévrier, ensuite Jean Duménil, si vous voulez. Oui, en quelques points. Le droit du travail, enfin pour moi, le droit du travail était devenu tellement rigide, et ça vous ne pourrez pas me l'enlever parce que je l'ai vécu, c'était devenu tellement complexe pour les entreprises qu'il y avait une peur du syndicat, ça je n'y crois pas beaucoup, mais une peur d'embaucher. Aujourd'hui,
ouvrant les possibilités, on va créer la possibilité d'embaucher. Moi, j'ai rencontré toutes petites entreprises encore la semaine dernière qui m'ont dit enfin, on est relativement sécurisé, on sait les risques qu'on prend, on a envie d'embaucher et on va passer en CDI. Donc on va créer une vraie dynamique et j'invite les syndicats à rentrer dans cette dynamique. Je comprends la peur du changement, elle est normale, mais on doit rentrer dans une nouvelle dynamique. On ne peut pas accepter aujourd'hui. Vous savez, le recul, laissez-moi finir. On a le droit, on a un droit du travail qui était tellement rigide qu'il empêchait pour moi l'emploi. Et on a plus de 3 millions de chômeurs. C'est cela, moi, auquel je pense. On ne peut pas toujours penser à protéger les salariés qui ont un boulot et ne pas penser aux chômeurs. Et les chômeurs, il faut les faire rentrer en entreprise. C'est l'entreprise qui crée l'emploi. Et je ne pense pas que le CDI de Prougy soit une grande avancée pour les demandeurs d'emploi. Moi, là où je vous rejoins tout à fait, c'est sur la question de la création d'emplois. Effectivement, la ligne bleue des Vosges pour tout chef d'entreprise, c'est le carnet de commandes. C'est ça qui génère la création d'emplois. Ça, c'est une certitude et je pense que tout le monde est d'accord autour de la table. Après, sur le dialogue social dans l'entreprise, quand on parle d'un référendum, qu'il y ait un lien de subordination à l'intérieur de l'entreprise, oui, c'est un fait. Dans la relation de travail, il y a un lien de subordination. Celui-là, personne ne le conteste, évidemment. Maintenant, imaginez un chef d'entreprise qui ferait un référendum et qui ferait un référendum qui n'aille pas dans l'intérêt de ses salariés. Est-ce que vous croyez derrière que ça serait l'intérêt collectif de l'entreprise? Est-ce qu'il aurait intérêt lui-même à se tirer une balle dans le pied? La réponse est non, évidemment. Quand vous êtes dans une petite boîte, vous avez intérêt à garder vos salariés, vous avez intérêt à avoir des salariés motivés, et si vous n'avez pas ça, de toute façon, l'entreprise, elle ira pas loin le lendemain, c'est évident. Philippe Mouillet. Oui. Pour compléter cet argumentaire, moi, je vis sur le terrain d'un territoire avec beaucoup de PME et beaucoup d'artisans, qui aujourd'hui voient clairement leur carnet de commandes s'améliorer. Avec toujours cette question, est-ce que je passe le pas d'un recrutement supplémentaire parce que je ne suis pas de certitude sur l'évolution de mon carnet de commandes et parce qu'aujourd'hui, mes inquiétudes, à la fois mes inquiétudes juridiques et mes inquiétudes financières, sont importantes et donc il y a une vraie difficulté. Et ils attendent aujourd'hui l'application généralisée de ces ordonnances. La question de la relation avec le prud'homme est une vraie question. D'ailleurs, c'est aussi le débat de la réforme des prud'hommes. Et ce sont des questions que se posent sur le terrain, des chefs d'entreprise qui ne font pas de grandes politiques, qui sont avant tout dans une démarche de dire comment je fais pour développer ma structure, répondre à ma clientèle, tout ça en faisant en sorte d'avoir des salariés qui soient engagés dans l'entreprise. Donc il y a un levier, d'ailleurs un autre point qui n'a pas été abordé, c'est aussi le levier des seuils. Ces questions-là n'est pas traitées dans les ordonnances, mais ça fait partie aussi de ces points de blocage sur lesquels aujourd'hui c'est une réalité. Et l'emploi aujourd'hui de demain, à mon avis, c'est avant tout les PME et les TPE qui seront porteurs de l'emploi, beaucoup plus que les grands groupes qui sont aujourd'hui dans une organisation qui ont l'habitude de travailler dans le dialogue social. Et cette souplesse, elle est nécessaire pour ces structures. Jean-Louis Touraine. Oui, sur le référendum d'entreprise, dans la loi El Khomri, c'était la possibilité donnée aux syndicats d'organiser un référendum lorsque l'accord ne recueillait pas 50% des voix. Là, c'est le patron qui peut le faire. Encore une fois, en général, les patrons sont bien intentionnés. Et les raisons que vous avez données me paraissent parfaitement recevables. Aucun chef d'entreprise, à part quelques tordus, n'ont envie de couler leur entreprise. Il n'en reste pas moins que la vie de l'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Et qu'il y a des moments difficiles, des passages qu'il faut franchir, des obstacles. Et parfois, la nécessité, par exemple, de licencier, de se débarrasser, faire en sorte qu'on compresse le personnel. Et dans ce cas, on peut très bien passer par un accord de compétitivité à condition qu'il y ait un vote à l'intérieur de l'entreprise. C'est le patron. Il n'y a pas de négociation préalable à la question du référendum. Il n'y a pas d'obligation. Par conséquent, le patron pose la question ou les questions qu'il veut. La réponse, c'est par oui ou par non. Imaginons, juste un seul instant, mais c'est de façon un peu caricaturale, imaginons que pour l'accord de compétitivité, le patron dise on va plutôt licencier les gens qui ont plus de 50 ans. Tous ceux qui ont moins de 50 vont voter pour. C'est bien que vous avez forcément un peu des dés qui sont pipés sur les il y a des règles qui restent le droit du travail comme des bases. Votre amène lever les règles. L'entreprise l'emporte. Là-dessus, c'est incontestable. Lisez les ordonnances. C'est exactement comme ça que les choses risquent de se passer. Sur les prud'hommes, je pense que ça nécessite tout à l'heure qu'on ait un petit instant consacré à cette affaire, parce que c'est une entorse fondamentale au droit français. Le fait de ne pas pouvoir bénéficier de l'intégralité de la réparation du préjudice que vous avez subi. Ça, c'est nouveau dans le droit français. Le Code civil précise que tout individu a droit à une juste réparation.
Excusez-moi. Sur les licenciements, il faut arrêter de faire croire qu'on ne pouvait pas licencier auparavant et jusqu'à aujourd'hui dans notre pays. Sinon, on n'aurait pas eu la courbe de chômage que l'on connaît. Oui, les licenciements sont possibles. Ils étaient possibles en cas de difficulté économique, en temps de faute réelle, etc. C'est pas ça dont il s'agit ici. Ici, c'est de permettre un licenciement en toute impunité, ce qu'on appelait un kit prêt à l'emploi, puisque de côté vous avez des lettres types où vous remplissez le nom, vous avez effectivement la justice prud'homale qui est duale, je veux dire comme ça, un juge patronal, un juge syndical, enfin, des représentants des salariés, donc il y a une espèce d'équité et d'équilibre malgré tout. La mission, c'est la réparation du préjudice. On n'est pas dans une indemnité légale de licenciement. Derrière ça, vous avez les délais de recours qui sont raccourcis auprès de la justice prud'homale, et vous avez le fin du fin, la possibilité de motiver, de dire la raison du licenciement après avoir licencié le salarié. Ça, c'est pas faciliter le licenciement. Revenons encore une fois un peu à la réalité. C'est la réalité des écrits d'ordonnance et des décrets d'application. Bien sûr, mais est-ce que vous croyez réellement que le système qui était en vigueur jusqu'aux ordonnances était idéal? Est-ce que c'était normal que dans certains cas, il y ait une condamnation à 10 et dans l'autre cas, pour la même chose, il y a une condamnation à 40? Il y avait quand même un problème d'équité et de justice. Là aussi, la juste réparation, elle ne peut pas être différente d'un tribunal à un autre. C'est rendre la réparation à la place du juge. Moi, je veux bien. Mais et puis ensuite, quand vous nous parlez, on va parler du barème. N'oubliez pas que le barème, et vous le savez bien, c'est le 3e étage de la fusée. Il y a quand même l'indemnité légale qui a été d'ailleurs très fortement augmentée. Il y a l'indemnité conventionnelle et ensuite il y a le barème. On parle de licenciement abusif, c'est-à-dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Précisément, il y a une donc si aujourd'hui le droit à licencier, c'est de permettre des licenciements abusifs, c'est-à-dire hors la loi, je veux bien, c'est parce que le terme de droit à licencier, encore une fois, personne n'utilisera un droit à licencier. C'est une catastrophe pour tout le monde. Allez, on parle du travail, allez dans nos permanences. Est-ce qu'il y aura quand même des garde-fous pour les salariés, justement? Les garde-fous existent déjà parce que les prud'hommes les prient, parce qu'il y a un encadrement de cet ensemble de choses, par les indemnités légales de licenciement, par les indemnités quelles qu'elles soient. On parle du licenciement absolument abusif. Oui. Alors il y a 2 cas dans le licenciement abusif. Et il y a le cas aussi du patron qui serait le voyou, j'allais dire, etc. Lui, on le sort du cadre. La loi le prévoit aussi et dit le juge dans ces cas-là est le seul juge pour le faire, bien sûr que si. Mais si. Mais c'est pour ça que c'est une complexité. Jean-Louis Touraine. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Jean-Louis Touraine. Discrimination et le harcèlement sexuel ou moral, c'est tout. Et les libertés fondamentales, mais bon, vous les trouvez. Mais voilà, vous irez une complexité parce qu'on parlait de simplifier. Lorsque vous rajoutez 200 pages au Code du travail, parce que c'est ça la réalité de 5 ordonnances, plus une 6e en cours, dont on ne sait pas très bien, la Commission non plus, comment elle s'articule avec la ratification des 5 premières. Donc ça, c'est un petit peu, y compris le directeur général du travail, M. Striou, je le nomme, donc lui-même nous disait que c'était vrai que c'est un peu compliqué et le Conseil d'État attendait l'avis de la Commission nationale de la négociation collective pour rendre le sien. Vous voyez, on n'est pas dans une simplification du droit du travail en la matière. Hein. On complexifie et je vous le dis, vous allez avoir le revers de la médaille, ce que vous n'attendez pas, une montée des conflits, parce qu'il n'y a plus d'indicateurs de prévention, j'emploie ces termes, et vous aurez de l'autre côté une complexité juridique, parce qu'effectivement, pour avoir une réparation du préjudice... Il y aura une montée des conflits, c'est intéressant ce que dit Fabrice Angéli. Moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, je pense au contraire que ça va améliorer la discussion. Et par définition, lorsqu'on discute, on trouve des solutions. Je crois qu'il y a vraiment 2 visions. Il y a la vision nationale des grands groupes dans lesquels on est en permanence dans une discussion qui doit se frotter pour pouvoir obtenir des choses. Et puis, il y a la réalité des territoires, là où l'emploi se crée, où le bon sens est avant tout le moteur des acteurs. Et là, je crois que la simplification ne peut être que bénéfique et je ne suis pas du tout d'accord sur les effets vis-à-vis des conflits. Voilà, donc je crois que c'est une position. Alors, je peux comprendre que les nouveautés inquiètent, mais je crois que je suis plutôt confiant sur la capacité aux acteurs de terrain le CHSCT, lorsqu'on compte 2 morts par jour, il y aura de la simplification ou au contraire, c'est la complexité? Je ne pense pas que ce soit la modernité. Ouais. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Quand on parle du regroupement du CHSCT, des délégués du personnel... C'est pas un regroupement, hein. c'est une instance unique. La fusion des instances représentatives. On crée une nouvelle instance. On crée une seule instance. Dans les petites entreprises, et vous le savez aussi bien que moi, elles ne fonctionnent pas bien. Déjà parce qu'il n'y a souvent pas de délégués syndicales, etc. Non, ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, on les regroupe et de façon intelligente. Je veux dire, moi, j'ai connu les DUP, par exemple, qui regroupaient déjà les délégués du personnel et le comité d'entreprise. Sur volontariat, oui, sur volontariat. Et on est passé de l'un à l'autre parce que le seuil a changé. Tout le monde l'a regretté parce que les gens préfèrent travailler. Quand on est en bonne intelligence, on préfère partager l'ensemble des problèmes. Et le CHSCT ne meurt pas.
Parce que ça fait partie. Non, le CHSCT, c'est une commission. Au-delà des. Voilà, on est d'accord, donc il ne meurt pas. Et dans les petites entreprises, ça reste dans les compétences de chaque salarié. N'oubliez pas que dans les petites entreprises, les gens se parlent entre eux. Exactement. Ne l'oubliez pas, et c'est indispensable. C'est la mort du CHSCT. Ah oui, clairement. En tant que tel, oui, le nom, oui. Non, le nom et les attributions, pas que le nom. Les attributions du CHSCT, elles portaient essentiellement sur les conditions de travail, sur la santé, sur la prévention. Et cet organisme-là était totalement indépendant, autonome du fonctionnement de l'entreprise et des grands enjeux. Mais c'est parce que l'élément humain est essentiel dans une entreprise, ce que vous avez les uns et les autres dit. Le CHSCT avait la personnalité morale et il pouvait intenter des actions en justice dès lors qu'il considérait qu'un certain nombre de conditions de travail n'étaient pas tolérables. Ça a été le cas, par exemple, pour l'amiante. Et on voit les dégâts que ça a pu occasionner. Demain, il n'y a plus de CHSCT. Il y a un comité social et économique qui regroupe l'ensemble des instances représentatives du personnel. Ce CHSCT il n'y a d'ailleurs plus de commission. Il n'y a plus de commission qu'au-delà de 300. Tout à fait. De 300 employés. Ouais, en dessous, il n'y a même pas de commission. Vous avez rétabli l'accord que les délégués. Non, c'est le Sénat qui a rétabli l'accord. Qui a établi l'accord. Il n'y a pas d'accord. C'était sur décision de l'inspecteur du travail comme cadre dans la 6e ordonnance. Il n'y a pas d'accord. C'est 300 et les entreprises inférieures qui sont de type Céveso pour faire simple. Oui. Et donc, pas d'accord. Il n'y a plus de délégués qui soient spécialement chargés de l'examen des conditions de travail, de la santé et de la sécurité. D'ailleurs, on a un autre domaine de divergence, c'est celui de la pénibilité au travail, quand 4 thèmes, et notamment les plus importants, ont disparu. L'exposition, notamment en matière dangereuse, ça a disparu. Je parlais de l'amiante tout à l'heure. On ne saura, la plupart du temps, on a les symptômes de la maladie, du cancer lié à l'amiante que 10 ou 15 ans après qu'on soit parti en retraite. Par conséquent, on aura perdu toutes les possibilités de prévention et puis toutes les possibilités de départ en retraite prématuré. Eh bien, merci Jean-Louis Touraine d'être venu sur ce plateau. Merci à vous Philippe Mouillet, merci Fabrice Angy, merci Jean-Eudes Duménil et merci à vous Martin Lévrier. Prochain rendez-vous sur ce thème dans l'hémicycle, ce sera le 23 janvier. On va d'ailleurs y retourner dans l'hémicycle puisque c'est aujourd'hui la fin des travaux parlementaires avant l'intercession de Noël. Tam, elle se finit cette session par le rejet en nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative. Et oui, effectivement, c'est en train de se terminer. S'il y a du monde derrière moi, c'est qu'il y a encore des huissiers, des fonctionnaires du Sénat qui sont en train de ranger l'hémicycle avant effectivement la trêve des confiseurs. Et vous l'avez dit bien tout à l'heure, il y a eu une après-midi en 2 temps. D'abord, un temps sur le désaccord complet entre le gouvernement et le Sénat autour de la fin de ce marathon budgétaire avec le rejet du collectif budgétaire 2017 tout à l'heure, avec l'adoption d'une motion qui a écourté les débats comme cela avait été le cas hier du budget 2018. Et puis après cela, il y a eu l'adoption de 2 textes beaucoup plus consensuels. Les esprits se sont calmés, notamment autour de l'ordonnance réformant le fonctionnement de l'ordre professionnel de santé, une nécessité selon le sénateur de La République En Marche et médecin de profession Michel Amiel que l'on écoute. À l'heure où la suspicion est de partout, où les professions médicales et leur ordre ont souvent été la cible d'attaques sur certaines dérives ou certains abus qui ont pu avoir lieu, il apparaissait nécessaire d'encadrer au mieux les conditions d'exercice des membres des ordres, car oui, la défiance ambiante touche toutes les institutions et, admettons-le, les critiques sur la gestion parfois opaque des ordres qui n'ont pas toujours été infondées. Voilà pour ce texte qui a été adopté définitivement après un accord qui a été trouvé en commission mixte paritaire. Il faut dire que réformer les ordres professionnels de santé, c'était une nécessité qui avait été pointée du doigt notamment par la Cour des comptes dans un rapport au début de l'année. Notez également l'adoption à l'instant d'une proposition de loi dite GEMAPI sur la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, une compétence qui est transférée aux intercommunalités et qui a été assouplie lors de l'examen de cette proposition de loi, puisque les départements qui avaient jusque-là pour certains cette compétence pourront continuer à mener des actions en la matière jusqu'en 2020. Voilà un véritable consensus également sur ce texte qui a été adopté à l'unanimité par les sénateurs. Rendez-vous donc le 16 janvier 2018 désormais pour les prochains textes qui seront examinés au Sénat.
Merci à vous, Tam. Le Conseil national du numérique, nouvelle formule, aura tenu 2 jours après le départ de sa présidente. Les démissions se sont poursuivies en cascade. Jérôme Rabier. Une nouvelle présidente qui claque la porte, suivie par 25 des 30 membres. Voilà la crise qui frappe le Conseil national du numérique. Marie Eklund, cofondatrice d'un fonds d'investissement spécialisé dans le numérique, a démissionné moins de 10 jours après sa nomination. En cause, une polémique sur la composition de son équipe qui comprenait notamment la militante antiraciste Rokhaya Diallo ou le rappeur Axiom. Tous deux critiques du traitement de la France envers les minorités. Une démission actée par le secrétaire d'État chargé du numérique. Elle avait un projet, ce projet qui s'appelait Penser demain, qu'elle voulait construire en l'ouvrant à des personnes pas forcément experts. Et puis quelques heures, quelques jours, des personnes de la société civile. Et au bout de quelques heures, quelques jours, on s'est rendu compte que ce CNUM, tel qu'il était organisé, aujourd'hui il allait être inaudible sur les sujets sur lesquels il était attendu. Même son de cloche dans la majorité à l'Assemblée qui rappelle le rôle du Conseil, nommé par le gouvernement et qui travaille pour lui. Ce conseil numérique, ce n'est pas une association, vous savez, de gens et d'experts qui doivent être réunis pour donner leur avis. C'est un conseil d'avis au ministère. Si on n'arrive pas à avoir une composition qui fasse consensus, qui permet de travailler, globalement, c'est qu'on a un problème. Mais pour la militante antiraciste Rokhaya Diallo, le gouvernement qui avait acté la composition du Conseil national a cédé aux pressions. Le gouvernement a cédé à une pression qui émanait d'une part de la fachosphère et d'autre part d'une frange de la sphère politique qui est assez hostile aux positions que je défends, notamment sur les questions de racisme. Mounir Majoubi, lui-même ancien président du Conseil national du numérique, souhaite qu'un nouveau président soit nommé rapidement pour s'attaquer aux chantiers prioritaires comme l'inclusion numérique ou la défense de la neutralité du net. Et l'ancien président du Conseil national du numérique, Gilles Babinet, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Gilles Babinet, bonjour. Je le disais, vous êtes l'ancien président du Conseil national du numérique. Vous êtes aujourd'hui entrepreneur dans le numérique. Que vous inspire cette polémique Jérôme Rabier le disait après à la démission de la présidente Marie Eklund. Évidemment, rien de glorieux, enfin de joyeux plutôt. J'aurais aimé que Marie puisse mener son projet à bien. Ça n'a pas été possible, mais je crois qu'il faut rappeler que ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire qu'il y a eu pratiquement sous chaque mandat des heurts, des démissions. Et je crois que c'est aussi le propre d'un monde qui probablement est souvent en rupture avec les traditions, avec les usages. Et donc, même si on ne peut pas s'en réjouir, quelque part, c'est aussi pas totalement anormal. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la société civile n'avait pas sa place dans ce conseil, n'a pas sa place dans le Conseil national du numérique ? Alors, c'est compliqué parce que, si vous voulez, moi, j'ai une posture qui est particulière à cet égard. Je veux dire, à titre personnel, je suis assez proche des idées de Rokhaya Diallo, de Axiom. D'ailleurs, je crois que je ne vais pas le nier, voilà. Mais je crois que l'enjeu, ça a été pas tant de dire la société civile n'a pas sa place, ça a été de se dire est-ce qu'on a les conditions du débat ? Est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit un débat qui soit constructif, qui ne soit pas systématiquement pollué si vous voulez, vous êtes sur une ligne de crête qui est très étroite, c'est-à-dire que d'un côté, vous devez conseiller le gouvernement et donc, d'une certaine manière, ne pas toujours être aligné avec ce gouvernement. De l'autre côté... Il y a une indépendance de pensée au sein du Conseil national du numérique, c'est ce que rappelait Mounir Majoubi. Oui, enfin, vous savez, je le disais encore il y a peu de temps, mon histoire, c'est que lorsque j'étais nommé, j'avais, pas pour mandat, mais en tout cas, beaucoup de gens pensaient très fort que j'allais pouvoir sortir le gouvernement de l'époque du problème Hadopi. Plus personne ne se souvient de ça, mais c'était vraiment une épine dans le pied du gouvernement. Et lorsque j'ai été nommé, avec les membres, on a arrêté la position de ne pas s'occuper d'Hadopi. Parce qu'on se disait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si on parle d'Hadopi, on ne parlera pas de la compétitivité, des enjeux sociétaux très importants qui sont liés au numérique. Et donc, notre indépendance, ça a été ça. Mais ça a été, après... je dirais, un certain nombre d'échanges avec le gouvernement, compris et interprétés comme tels et perçus comme constructifs. Donc vous êtes, encore une fois, sur une ligne de crête où vous devez avoir une certaine liberté, mais vous n'êtes pas là pour refondre un programme politique entier qui pourrait ne pas être nécessairement aligné avec
le programme du gouvernement élu. Il peut survivre à cette crise, le Conseil national du numérique. Il n'allait plus être audible, hein, c'est ce que dit justement Mounir Majoubi, secrétaire national en charge des questions numériques. Alors, non seulement il peut survivre, mais il va survivre. J'ai eu des échanges avec Mounir, et Mounir a besoin du Conseil. Vous savez, vous êtes face à un monde que personne ne connaît. L'intelligence artificielle, les blockchains, les données personnelles, tout ça, ce sont des enjeux qui sont majeurs, qui déterminent le monde qui vient. Et donc, on a besoin d'éclairage, on a besoin de gens qui réfléchissent d'un point de vue du numérique, qui sont issus des startups de cet univers-là, mais aussi de philosophes, de sociologues, d'économistes, et qui, je dirais, dans ce débat inter-experts, réussit à proposer une vision qui enrichit le travail du gouvernement d'une façon générale. C'est l'idée. Et les critiques étaient telles, avant que le Conseil existe, à l'égard de politiques numériques qui étaient souvent inappropriées, que je ne crois pas qu'on reviendra en arrière. Et encore une fois, je le répète, ce que Mounir a déclaré sur votre antenne il y a encore quelques minutes, c'est qu'il souhaite faire continuer ce Conseil. Et de ce que je crois, il souhaite que ce Conseil préserve une dimension qui montre une certaine audace, notamment sur l'inclusion des représentants des territoires, des minorités. C'est, je crois, un engagement de Mounir personnel dans son histoire politique, et je pense qu'il préservera cette dimension-là. Quels sont les défis aujourd'hui de ce Conseil national du numérique? Vous évoquiez Hadopi quand vous étiez à la tête de cet organisme. Ils sont innombrables. Franchement, je pense que les enjeux de souveraineté, le déplacement des souverainetés économiques, sociétales, de régulation sont des enjeux qui vont nous occuper probablement pour les décennies à venir. L'émergence de l'intelligence artificielle, la façon dont on régule des systèmes qui sont par définition auto-apprenants, c'est un enjeu absolument essentiel. Récemment encore, on a eu un changement de posture de l'administration américaine à l'égard de la neutralité du net. Et je pourrais sans doute vous énoncer encore une dizaine de sujets assez facilement. Donc vous voyez bien qu'on est face à un continent inconnu et qui nécessite qu'on ait une expertise qui soit, je crois, assez plurielle. Gilles Babinet, on est ici au Sénat, où la couverture numérique du territoire inquiète beaucoup les parlementaires. Là aussi, le Conseil national du numérique peut avoir un rôle, être moteur pour justement en finir avec ces fameuses zones blanches en France. Oui, vous voyez, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que pendant longtemps, encore aujourd'hui, on nous explique que la couverture ne peut exister que par la fibre. Or, on se rend compte, je crois, qu'il est irréaliste de penser fibrer 100% des Français ou des gens qui habitent sur ce territoire, notamment parce que entre le prix d'une prise qui va se situer au fin fond des territoires en Corse et au milieu du premier arrondissement, eh bien, les coûts sont probablement d'une échelle de 1 à 30. Donc il y a certains cas où on va trouver des systèmes alternatifs. On se rend compte que la 4G est un outil qui fonctionne bien et sans doute dans une perspective de 5G, on aura ce qu'on appelle beaucoup plus de montée en débit, c'est-à-dire un maillage entre de la fibre et des technologies alternatives, dont la 4 et la 5G. Donc c'est ce genre d'éclairage que peut entre autres amener le Conseil national du numérique et à réussir à créer des consensus sur des paradigmes nouveaux. On est aujourd'hui à quelques jours de Noël. On sait qu'en 2016, une entreprise sur 6 dans l'Union européenne a vendu sur le web. C'est la preuve aussi de l'importance d'Internet dans le développement des entreprises. Mais là, la France aussi est en retard. Elle figure en bas du classement. Alors, est-ce que le Conseil national du numérique peut justement avoir un rôle pour permettre à ces entreprises de ne pas rater cette marche? Oui, c'est d'ailleurs le principal enjeu. C'est, si vous voulez, le numérique, c'est une nouvelle discipline. Elle peut le pire et le meilleur. Et je crois qu'il ne faut pas cacher qu'il y a aussi des risques inhérents à l'émergence de la révolution digitale. Et je pense que le Conseil peut participer à la création d'une société numérique dans son ensemble. Donc sur ces sujets, il est évidemment important de comprendre ce qui se passe. Donc les données, notamment d'Eurostat que vous évoquez, sont très intéressantes parce que comme ça, on pourrait se dire, on se débrouille bien, on fait de l'e-commerce, etc. Non, effectivement, on est, je crois, 3e avant-dernier pays dans le classement Eurostat. Avec les pays de l'Est. Voilà, il y a des explications à ça.
Je crois qu'on peut y pallier. On peut trouver des mesures qui permettent de pallier à ça. Faut-il encore que ce ne soit pas en faveur presque exclusivement d'un ou deux acteurs qui sont des acteurs globalisés et qui peuvent potentiellement détruire notamment les villes de taille moyenne, ce qu'on observe largement, où les commerces... exemple, vous pensez à qui? Vous pensez aux grosses plateformes? Non, je pense que, si vous voulez, vous prenez une ville comme Nevers, où j'étais il n'y a pas très longtemps, le centre-ville à 9h, c'est fini, il n'y a plus rien. Voilà. Donc on a fait des erreurs. D'abord, on a fait une erreur de planification d'urbanisme, où on a mis les commerces en périphérie. Et donc voilà, et comme ce sont des commerces qui sont plus efficaces, notamment parce qu'ils utilisent des chaînes logistiques qui sont digitalisées, ils ont expurgé la valeur des villes. Voilà. Et là, on est en train de se dire, bon, bah, finalement, l'e-commerce, c'est sympa. Les acteurs comme Amazon sont très efficaces, mais le Amazon Prime qui livre très très rapidement, ben, on peut se dire, je ne vais plus sortir et je ne vais plus participer à la vie de la cité, etc. Donc, on doit avoir ces réflexions. Et c'est là où c'est intéressant de comprendre que le digital n'est pas un objet en soi, mais le digital, c'est quelque chose qui doit être étudié dans une mise en contexte qui fait intervenir des acteurs qui viennent de l'économie, de la sociologie, de tout un tas de disciplines, et que c'est comme ça qu'on arrive à comprendre et à dessiner le monde de demain. Et c'est en soi assez louable de vouloir accepter, de remettre en perspective des outils de régulation, de législation qui sont, il faut quand même le dire, assez stables depuis des décennies, voire plus d'un siècle. Eh bien, merci beaucoup, Gilles Babinet, d'être venu sur ce plateau. On va continuer les réactions politiques à l'actualité aujourd'hui avec vous, Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences. Vous êtes avec la sénatrice socialiste de Paris et vice-présidente du Sénat, Marie-Noëlle Lienemann, que l'on retrouvera un petit peu plus tard. Alors, on va tout de suite retrouver Saveria avec Rémi Féraud, sénateur socialiste de Paris. Bonjour Rémi Féraud, merci de répondre à nos questions. Les ordonnances sur le travail sont donc ont été examinées ce matin en commission des affaires sociales par la Sénat. C'est la dernière phase, bien sûr, de la mise en place de cette réforme. Quel est votre sentiment, votre regard sur ces ordonnances et la loi travail ? Un regard négatif parce que ces ordonnances vont précariser davantage les salariés, ne correspondent pas à ce qu'on appelle la flexi-sécurité parce qu'il n'y a que de la flexibilité et que tout va dans le sens des demandes des employeurs. Il n'y a rien de plus protecteur pour les salariés. Ça repose sur d'ailleurs ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron dans sa campagne, c'est-à-dire qu'il ferait reposer sa politique de l'emploi sur davantage de flexibilité, de précarité. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu davantage de mobilisation, c'est que l'opposition, très affaiblie notamment à l'Assemblée nationale, l'opposition de gauche, n'ait pas pu véritablement s'y opposer. Et puis, je constate que la droite les a approuvés. Justement, puis il n'y a pas l'opposition uniquement au Parlement, il y a également la rue. Finalement, Emmanuel Macron a réussi à faire passer cette grande réforme sociale sans résistance. Pourquoi l'opposition n'a pas réussi à s'agréger, à se faire entendre sur cette réforme, que ce soit au Parlement et dans la rue ? À l'évidence, parce que nous étions peu après l'élection présidentielle. C'est même peut-être la première mesure qu'il a mise en œuvre dans son programme législatif, parce qu'il y a eu l'élection juste avant, une forme de validation démocratique, même si moi je ne crois pas que Emmanuel Macron était élu au deuxième tour face à Marine Le Pen sur ce point précis de son programme. Il y a eu une validation démocratique au présidentiel et une sorte de fatalisme ensuite, y compris de gens peut-être, et je n'étais pas avec eux à ce moment-là, qui se sont déjà beaucoup mobilisés contre la loi El Khomri. En tout cas, aujourd'hui, c'est en passe d'aboutir sur un plan parlementaire. Je pense qu'il en restera aussi beaucoup de frustration et que c'est un mauvais signe pour le dialogue social dans le quinquennat. Et cette loi, justement, pour conclure, c'est un recul du droit du travail ? Ah oui, à l'évidence, sur le plafonnement des indemnités prud'homales, sur le fait de plus prendre en compte la situation d'un groupe dans le monde entier, mais seulement de sa filiale française pour juger de son équilibre économique. Et puis surtout pour vraiment diminuer le peu de droits syndicaux qui existent aujourd'hui dans les petites entreprises. Et ça, c'est une vraie erreur. Rémi Féraud, très rapidement, les prévisions de croissance ont été revues à la hausse par l'INSEE. Ce sont bien sûr des bonnes nouvelles, mais à quoi est-ce dû ? C'est le climat, c'est la conjoncture internationale. Est-ce que c'est aussi le bilan de François Hollande ?
C'est un peu tout ça à la fois. Ce qui est vrai, c'est que François Hollande, dans son quinquennat, n'a pas eu de chance en termes de situation économique internationale. Que la France, aujourd'hui, puisse avoir une meilleure croissance, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que le gouvernement fait en sorte que cette meilleure croissance puisse amener davantage d'emplois? Je ne le crois pas du tout. Et je vois comment, malgré cette très bonne croissance, les chiffres du chômage restent très stables. Je pense que la suppression, par exemple, des emplois aidés est une mauvaise mesure. Il faut profiter de cette croissance pour vraiment lutter contre le chômage. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci Rémi Féraud d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria. Et on va justement prolonger ce débat puisque, vous le disiez, la croissance est enfin sur de bons rails. Après une année marquée par une reprise solide, les prévisions de l'INSEE sont de bon augure. Elles viennent confirmer un rythme soutenu pour l'année 2018. Principale ombre au tableau, la création d'emplois qui, elle, marque le pas. Explication de Cécile Sixou. C'est du jamais vu depuis 2011. L'INSEE prévoit un taux de croissance de 1,9% en 2017 et ce jusqu'en 2018. Des indicateurs qui passent au vert grâce notamment à un environnement international porteur, mais aussi une hausse des investissements des entreprises. Si ces chiffres sont bons, ils auront en revanche peu d'effet sur le chômage qui ne devrait que légèrement baisser et passer de 9,7% à 9,4% de la population active. En cause, la baisse des emplois aidés qui devrait passer de 460 000 en 2016 à 200 000 en 2018. Point noir de ces prévisions, les Français vont payer plus d'impôts, surtout début 2018, où les hausses comme la CSG, le tabac ou l'énergie ne seront pas compensées par les baisses comme la taxe d'habitation. Une différence tout de même de 4,5 milliards d'euros qui pourrait avoir un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sophie Taillé-Polian, bonsoir. Merci d'être avec nous, sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Face à vous, Alain Jeandé, bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Haute-Saône. Merci d'être avec nous. Christophe Rameau est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes économiste, membre du collectif Les Économistes Atterrés. Merci d'être avec nous. Denis Ferrand, bonsoir. Vous êtes économiste, président de la Société d'économie politique. Et j'accueille enfin Jean-Charles Simon. Bonsoir, vous aussi. Économiste, président de l'entreprise Station. Merci à tous les cinq. Première question pour vous, Sophie Taillé-Polian, puisqu'on entendait Saveria Roget qui posait cette question. Est-ce que c'est aussi le bilan de François Hollande que l'on ressent aujourd'hui avec ces bons indicateurs dévoilés par l'INSEE ? Très certainement, oui. Je crois qu'effectivement, c'est en partie en raison d'un certain nombre de politiques menées que la croissance peut-être repart. Mais il faut quand même être modeste et penser aussi qu'il y a un contexte international qui était assez défavorable dans la précédente période et qui devient plus favorable maintenant. Alain Jeandé, c'est le contexte qui permet à l'économie française de repartir et de se maintenir à ce niveau soutenu, ou est-ce qu'il faut aussi peut-être rendre à César ce qui appartient à César et expliquer cette croissance par les réformes du précédent quinquennat ? Je crois que le contexte international joue pour beaucoup et si le travail avait été fait par le précédent gouvernement, on n'aurait pas le constat qui vient d'être fait. C'est-à-dire qu'avec plus de croissance, on devrait avoir plus d'emplois. Or, on a plus de croissance si on n'a pas plus d'emplois. Parce que tant qu'on ne réformera pas véritablement le pays, tant que la charge du service public ne diminuera pas, tant que les entreprises auront des boulets aux pieds et n'auront pas de compétitivité, plus il y aura de croissance, plus il y aura de chômage. Pourquoi ? Parce que les Français, avec de la croissance, achètent des produits. Or, ces produits ne sont pas fabriqués en France, ils sont fabriqués à l'étranger. Donc, plus on achète, plus ça vient de l'extérieur. Et donc, plus la balance commerciale est en déficit. Voilà, en tout cas, c'est mon analyse. Les chiffres, hélas, le montrent, puisque les statistiques INSEE montrent aussi que l'écart dans la balance commerciale revient à nouveau dans le négatif, mais dans un négatif très fort, plus de 100 milliards, à part dans les années 93-2000, où on avait une balance commerciale à peu près équilibrée, c'est-à-dire entre ce que nous achetions à l'extérieur et ce que nous vendions. Depuis, ça s'est dégradé inexorablement. D'ailleurs, ça n'est pas uniquement les conséquences du changement de gouvernement. Ça fait un certain nombre d'années. On ne réforme pas en profondeur. Vous savez, la France, l'État français, c'est une entreprise. S'il y a trop de charges, évidemment, toutes les autres entreprises ne peuvent pas s'en sortir et ne peuvent pas créer d'emplois. Christophe Rameau, c'est vrai que c'est le paradoxe, cette croissance
croissance qui se maintient mais qui ne génère pas d'emplois. Non, elle génère des emplois, tout d'abord. C'est à l'encontre de plein d'idées reçues, vision catastrophiste selon lequel le chômage est une fatalité, le plein emploi, c'est une vieille lune. Non, dès qu'on a un peu de croissance, au contraire, dès qu'on passe aujourd'hui à 1% de taux de croissance, on commence à créer des emplois. On en a créé 250 000 ces 2 dernières années. Alors par contre, là où je diffère totalement de ce qui vient d'être dit, il faut savoir qu'on ne peut pas sabrer le champagne tout de même. On est en dessous de la croissance européenne, et donc ça se répercute en termes de création d'emplois. Il faut savoir, à votre décharge, si je puis me permettre, que le pays qui a le plus augmenté sa dépense publique depuis 2010, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, en volume, a augmenté sa dépense publique de près de 20 points. Le pays qui a le plus baissé sa dépense publique, c'est-à-dire qui a fait une cure d'austérité que vous appelez de vos voeux, c'est la Grèce. Et ça s'est traduit par des destructions massives d'emplois. Donc, nous vivons dans des économies mixtes, avec du public et du privé. Et il faut cesser l'un des gros moteurs de la croissance, 80% aujourd'hui des débouchés pour les entreprises en France, comme aux États-Unis, comme dans les grands pays industrialisés, c'est la consommation. La consommation globale. 20%, c'est l'investissement. Donc, ce qui tient l'investissement, c'est la croissance, que les entreprises ne produisent pas des machines pour produire des machines. Pour produire des machines, il faut bien que ça serve à produire des biens de consommation. Et cette consommation des ménages, elle est largement tirée par la dépense publique. Il faut savoir que en France, la moitié en fait du revenu des ménages, la moitié, est constituée de dépenses publiques. Il y a de la consommation de services publics. À l'étranger. Non. Alors après, il y a un autre problème. Non, vous ne pouvez pas déplacer le fil. Donc, un petit point simplement. Oui. Il y a un vrai problème de compétitivité, mais qui est là. Il y a un autre débat, si je puis me permettre, et je ne sais pas si nous convergerons sur ce point, qui est lié au défaut de l'euro, qui est que l'euro est totalement sous-évalué pour l'Allemagne, ce qui fait que l'Allemagne engrange des excédents absolument exorbitants, et que les pays du sud de l'Europe, et en partie la France, eh bien, nous sommes en situation où l'euro est surévalué. On va faire réagir les autres invités. Christophe Rameau, Denis Ferrand. Pourquoi cette croissance peine malgré tout à créer plus d'emplois, même si Christophe Rameau évoquait le chiffre de 250 000 ? Sur l'emploi, franchement, on crée beaucoup d'emplois par rapport au rythme de croissance. On fait 1,9 de croissance, on va faire 1,6 point de création d'emplois salariés marchands. En réalité, le problème, c'est qu'on a trop peu de gains de productivité. Puisque quand vous avez une croissance importante et avec autant de création d'emplois, en réalité, les emplois que l'on crée sont plutôt des emplois qui sont situés dans le bas de la distribution des salaires. C'est des emplois qui sont plutôt des emplois faiblement qualifiés. On en a une traduction dans des gains de productivité plus faibles. Quand vous avez peu de gains de productivité, vous avez peu de possibilités de distribuer des augmentations de salaire, de restaurer les marges ou de faire des baisses de prix qui vont profiter à vos clients. Donc on a une mécanique économique qui n'est pas... La politique de baisse du coût du travail, d'allègement des cotisations sociales favorise amplement ces emplois non qualifiés. Mais avec effectivement, ce faisant... Non. Parce que ce faisant, je ne défends pas les baisses de charges sur les bas salaires, je défends des baisses de charges qui permettent de restaurer la compétitivité sur l'ensemble des salaires. En ciblant les baisses de charges uniquement sur les bas salaires, on arrive à créer une structure de l'économie qui est spécialisée sur des basses qualifications. Est-ce que c'est là qu'est notre devenir économique ? Est-ce que c'est là que correspond la politique d'éducation que l'on mène ? Je ne pense pas. Sophie Taillé-Polian, ensuite Jean-Charles Simon. Oui, mais je pense que le problème de compétitivité de la France n'est pas lié qu'au coût du travail. Il est aussi lié à la façon dont notre industrie peut s'orienter sur des produits peut-être différents, parce qu'on ne pourra jamais produire à aussi bas coût que dans des pays comme la Chine ou d'autres, d'où viennent les produits que nous consommons. Donc il y a une autre manière de travailler sur la compétitivité qui n'est pas cette sempiternelle rengaine de baisser sans arrêt le coût du travail et qui conduit à peut-être un certain nombre d'emplois, mais à une augmentation des inégalités, une paupérisation et une précarisation, parce que peut-être que des emplois sont créés, mais certains emplois sont de très mauvaise qualité. Et dans de nombreux pays où on a observé une augmentation du PIB, on a aussi observé une augmentation des emplois précaires, des temps partiels subis. Et je pense à l'Allemagne et je pense aux Pays-Bas. Non, d'abord, il n'y a pas de changement de rythme de croissance. Le rythme, il n'y a pas de fait nouveau, on va dire, dans le rythme. Le rythme, il est depuis, on va dire, la deuxième partie de 2016, on est sur le même rythme qui continue actuellement sur l'année 2017 et qui continue en début 2018. Il n'y a pas d'embellie. Il n'y a pas d'embellie particulière. On continue sur le même rythme à 0,5, 0,6 chaque trimestre depuis la fin 2016. On crée des emplois, comme ça a été dit par Christophe Rameau et Denis Ferrand. On crée même beaucoup d'emplois, en tout cas plus qu'on l'imaginait il y a quelques années pour ce niveau de croissance. Donc on crée des emplois, le problème n'est pas de pas créer d'emplois. En revanche, on a une augmentation du taux d'activité
notamment des seniors, parce qu'il y a eu des réformes des retraites, et ça a été très marquant dans le quinquennat de François Hollande, qui, le pauvre, s'est pris de plein fouet, si je puis dire, la réforme de retraite de 2011 en montée taux d'activité des plus de 60 ans, et avec plein de plus de 60 ans qui, avant, n'étaient pas inscrits au chômage, parce qu'ils liquidaient leur retraite. Maintenant, ils doivent continuer jusqu'à 62 ans. Donc on a cette augmentation du taux d'activité, on a une démographie qui reste, par rapport à d'autres pays, en tout cas relativement dynamique. Donc le problème n'est pas tellement les créations d'emplois, le problème est qu'effectivement, ça ne fait pas beaucoup d'effet sur le taux de chômage. Pour avoir beaucoup plus d'effet sur le taux de chômage, c'est possible. Des pays à côté de nous le font sans avoir vraiment plus de croissance, qu'on est à vraiment quelques dixièmes de points près. Ils le font. Pour quelle raison, selon vous? Ils le font parce qu'ils ont des politiques. Est-ce qu'ils ont la même compétitivité que nous? Est-ce que l'Allemagne a la même compétitivité? Le sujet, c'est pas tellement... Le sujet des dépenses publiques, c'est un sujet, mais c'est pas tellement le sujet. Il y a un pays comme le Danemark qui a le même niveau de dépenses publiques que la France, qui a un chômage bien plus faible. Le vrai sujet, c'est principalement dans le droit du travail. Est-ce qu'on fait travailler les gens en les contraignant un peu plus parce que le système d'indemnisation chômage est plus dur? Est-ce qu'on les pousse plus vers des emplois un peu plus précaires, comme vous le disiez? Et c'est ça qui fait baisser le taux de chômage assez massivement. Pour arriver à 4-5% de chômage, il faut avoir des politiques en matière de droit du travail et d'organisation de l'indemnisation du non-travail, des politiques plus dures que la politique française. Tant que la France aura une indemnisation de 24 mois de chômage, 6 mois pour les plus de 50 ans. Les ordonnances visant à réformer le code du travail sont arrivées au Sénat. Je vois juste une chose. Depuis les années 2000. Depuis les années 2000. Non, mais la question, c'était comment on fait pour messieurs les économistes, chose simple. Vous savez, on est des parlementaires, nous on est là pour essayer de comprendre un peu les phénomènes. Moi, je vois une chose. Depuis les années 2000, la courbe de l'augmentation de la dépense publique et des prélèvements obligatoires est à peu près parallèle à la courbe d'augmentation du chômage. Moi, je veux bien que vous me racontiez toutes vos théories, tout ce que vous voulez. Donc moi, je dis simplement 2016. En 2016, l'État français en 2016 crée 20 000 emplois de fonctionnaires supplémentaires. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ça peut concourir à la compétitivité de nos entreprises? Dans notre pays, à part les emplois publics, et là, il y en a beaucoup trop en France, si ce ne sont pas les entreprises qui créent les emplois, qui va créer les emplois? Parce que je suis d'accord, vous n'avez pas dit le contraire de ce que j'ai dit. On crée des emplois, mais pas assez pour vaincre le chômage, puisque la question de l'émission, c'est comment on s'attaque au chômage. Bien sûr qu'il y a des emplois créés, et d'une manière beaucoup plus insuffisante. Que vous défendez, que le Sénat, si on avait laissé les emplois aidés que le Sénat défend, il y aurait un taux de chômage qui serait plus faible. Oui, monsieur. Et c'est pas par l'emploi aidé qu'on va y arriver. Hein. Pourtant, je crois que le Sénat défend. Ce à quoi vous voulez arriver? Excusez-moi, mais entre 2000 et aujourd'hui, vous avez passé outre une toute petite chose qui est arrivée à l'économie mondiale, qui est l'éclatement du capitalisme financier que vous soutenez en 2008, et c'est ça qui a provoqué des dégâts absolument effroyables en matière d'emploi, de chômage, et qui par ailleurs a conduit à l'augmentation de la dépense publique. Donc il faut quand même revenir à l'essentiel. Alors pour revenir au sujet du jour quand même, qui est l'embellie, la petite embellie, je pense que ce qui est quand même marquant, c'est qu'en fait sur le premier semestre, ce que nous dit l'INSEE, c'est qu'en fait cette embellie, elle va être ralentie par la politique du gouvernement, sur deux volets. Tout d'abord, les emplois aidés. Les emplois aidés, ça va faire, alors que ça coûte pas grand-chose, les emplois aidés, que c'est très utile aux collectivités locales, alors que ça coûte pas grand-chose, là, ça va avoir un effet négatif sur l'emploi qui est massif. Donc c'est vraiment à contre-emploi, c'est totalement, de mon point de vue, stupide du point de vue de l'intérêt social de faire ce genre de politique. Et puis la deuxième chose, c'est le calendrier fiscal du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement, eh bien, il augmente la CSG dès le 1er janvier, il va baisser les impôts sur les ménages, mais plutôt dans la seconde moitié de l'année 2018. Donc on a un choc là négatif qui fait que tant en termes de croissance qu'en termes de création d'emplois, on va avoir un ralentissement au premier semestre 2018. Et je trouve ça dommageable, alors que l'activité repart, ça serait vraiment le moment de mettre en place un vaste plan de reconstruction dont le pays a besoin. Par exemple, sur la rénovation thermique des bâtiments qui crée beaucoup d'emplois non délocalisables. On est d'accord là-dessus, on est bien d'accord. Le gouvernement est en train d'appuyer sur la pédale de frein, ce qui est, pour des raisons budgétaires complètement stupides, qui est la règle des fameuses 3%, alors qu'on s'aperçoit, dans cette note de conjoncture d'INSEE aussi, que ces problèmes de déficit... Le budget de l'État va augmenter l'année prochaine. La façon dont on réduit les déficits publics, les déficits et les dettes, on les réduit toujours. D'abord grâce à la croissance. Est-ce que les politiques du gouvernement, ce nous dit Christophe Rameau, finalement, ne vont pas permettre de continuer à cette croissance française? Justement, en fait, nous sommes réunis parce que le contexte, c'est la sortie de la note de conjoncture de l'INSEE hier. Je rappelle le titre de la note de conjoncture de l'INSEE, c'est l'économie, la France garde la cadence, tient la cadence. Et en réalité, il n'y a pas de ralentissement de la croissance qui est anticipé sur le premier semestre. En termes de création d'emplois, si, monsieur. Oui. Pourquoi 70
000 emplois contre 150 000 au premier semestre de 2017. Et pour quelle raison? À cause des emplois aidés. Et pour quelle raison? Et pour quelle raison? Vous savez, les emplois aidés, ce sont des vrais emplois. Vous savez que les emplois aidés comme les fonctionnaires contribuent au PIB. Donc c'est pas des improductifs, contrairement à ce que laisse entendre. Je vous rappelle qu'il y avait tout un ensemble de mesures qui étaient des mesures de nature temporaire qui ont été adoptées à la fin du précédent quinquennat, notamment une mesure d'aide en l'embauche dans les PME, mesure qui est venue à extinction au 30 juin. Donc elle a eu un effet qui a été un effet catalyseur d'accélération des embauches qui s'est observé avant le 30 juin. Et les emplois aidés, elles sont là. Et puis ensuite, à partir de la deuxième partie de l'année, on a un petit peu moins de PME. Les emplois aidés, pour vous, c'est les emplois improductifs, c'est ça? En tout cas, je savais qu'ils contribuent au PIB. Pas tous en même temps, sinon c'est inaudible pour les spectateurs. Vous savez qu'un emploi aidé, comme un fonctionnaire, ça contribue au PIB, ça augmente le PIB. Je voudrais revenir sur la question de la prime pour l'emploi, parce que dans le cadre de mes missions au Sénat, je suis rapporteur spécial sur la mission emploi-travail. Et moi, ce que m'a dit le cabinet de la ministre, et ce qui a été dit dans le cadre du PLF et du projet de loi du collectif budgétaire de fin d'année, c'est que les crédits qui avaient été affectés pour cette aide n'ont pas été utilisés à plein. Pourquoi ? On m'a dit, écoutez, en fait, les entreprises, pour certaines demandes, s'inscrivent au dispositif qui est très simple par ailleurs. Puis finalement embauchent et puis ne demandent pas. Parce que finalement, l'embauche n'est pas forcément liée au coût du travail. Quand il y a besoin, on embauche. Et ce n'est pas cette politique de baisse sempiternelle du coût du travail qui fait qu'on embauche ou pas. Donc je dirais, moi, pour reprendre, qu'il y a aussi un troisième frein qu'on risque d'observer, qui est sur la politique logement, puisqu'il y a des décisions extrêmement graves qui ont été prises sur le logement social, qui est quand même facteur important dans le domaine du BTP, et qui risque, là encore, de freiner l'économie là-dessus. Il ne faut quand même pas exagérer. La France ne souffre pas d'une faiblesse de dépenses publiques. Là, si on l'écoute, on commencera à croire ça. Alors que c'est le contraire. C'est le contraire, c'est le champion des dépenses publiques dans le monde. Ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution en volume. On est en dessous de l'Allemagne. C'est le champion des dépenses publiques en volume. Vous dites n'importe quoi sur l'Allemagne. Non, pas du tout. Vous dites n'importe quoi sur l'Allemagne. Vous dites n'importe quoi sur l'Allemagne. 20% d'augmentation en volume depuis 2000. Non, mais attendez, comment ça, les voir vos chiffres, monsieur? Mais non, c'est en fonction du PIB, monsieur. Ça n'a aucun sens. Mais non. C'est vous qui comprenez rien. C'est vous qui comprenez rien. C'est vous. Je continue, s'il vous plaît, mais là, ce que vous dites n'a aucun sens. En revanche, ce qui compte, c'est pas la question est-ce qu'on crée l'emploi. Honnêtement, on le crée normalement par rapport au niveau de croissance. Et le problème, c'est pourquoi on a un taux de chômage comme ça, alors que beaucoup de pays comparables ont des taux de chômage bien inférieurs, avec à peu près le même niveau de croissance. Donc je le disais, le problème, c'est l'essentiel de l'organisation du droit du travail et de la forme des emplois, effectivement. Mais vive les mini-jobs. Eh ben pourquoi pas. C'est un choix de société. Au début du 21e siècle, c'est ça que vous offrez. Comment ça, taisez-vous? Mais taisez-vous, laissez-moi finir, m'interrompez pas tout le temps. Écoutez, c'est insupportable. C'est un débat, tout le monde a le droit de parler. Allez-y, et ensuite on va la parole à Denis Ferrand. C'est qu'il y a un problème sur l'offre de travail, parce qu'il y a un problème de formation avec plein d'entreprises qui ont des difficultés à recruter par rapport au job qu'elles pourraient faire. C'est très sensible, c'est Orexecode parmi d'autres le montre très bien. Mais moi, ce qui en revanche me semble plus préoccupant, c'est que le niveau de croissance, en France comme d'ailleurs dans d'autres pays, reste relativement modeste, malgré le niveau d'endettement de l'ensemble de l'économie qui est considérable. C'est-à-dire qu'on arrive à l'économie mondiale qui n'a jamais été aussi endettés, tous agents confondus, c'est-à-dire ménages, entreprises, gouvernement, à avoir un niveau de croissance. C'est pénible. Non, vous savez, vous êtes pénible. On est d'accord sur ce point. Et qui arrive à un niveau de croissance relativement modeste. Laissez finir les gens, bon sang. Alors, Denis Ferrand qui a demandé la parole et ensuite je vous répondre. Effectivement, il y a un point qui va se poser, peut-être pas à l'horizon du premier semestre 2018, sur lequel c'est l'horizon de la prévision de l'INSEE. Je rappelle que l'INSEE fait une prévision à hauteur de pour les 6 prochains mois. Une question qui va se poser, c'est à partir de quand va-t-on commencer à buter sur les contraintes d'offres? Les contraintes d'offres, c'est le fait que vous avez plus aujourd'hui d'entreprises dans le secteur industriel, dans le secteur des services, dans le secteur du bâtiment, qui se déclarent dans l'incapacité d'augmenter leur production, non pas par déficit de demande, mais parce qu'ils n'ont pas le personnel employés, parce qu'ils n'ont pas un développement du capital qui a été suffisamment porté par le passé, et donc elles viennent en buter. Vous avez 42% des entreprises industrielles qui sont confrontées à des difficultés de recrutement, c'est 35% dans les services, c'est 60% dans le secteur du bâtiment. Et quand on interroge les PME sur les raisons pour lesquelles elles ont ces problèmes de difficultés de recrutement, enfin ces difficultés de recrutement, c'est pour les 2/3 d'entre elles un problème de compétence, un problème de qualification qu'elles ne trouvent pas. Ce n'est pas un problème de niveau de salaire qui ne correspond pas aux aspirations du salarié. Ça, c'est un critère qui rentre dans 23% des considérations. C'est un problème avant tout de matching des compétences qui ne se fait pas. Je voulais juste te dire qu'après le premier sujet que nous avons abordé, qui est celui de la compétitivité, de la fiscalité, etc., j'allais justement entamer ce deuxième sujet, qui est celui de la formation. On a un énorme problème dans notre pays de formation. Je confirme,
en tant que chef d'entreprise aussi, que beaucoup de collègues chefs d'entreprise qui aujourd'hui offrent des emplois ne trouvent pas la main-d'œuvre dans notre pays, en France. 30 000 apprentis en moins dans les années 2012, 2013, 2014. C'est énorme. Donc l'apprentissage, la question de l'emploi des jeunes conditionne ensuite les performances du chômage. Parce qu'un jeune qui ne trouve pas rapidement sa place dans la société, dans une entreprise, ou pourquoi pas dans le service public, ce jeune reste à la traîne et pendant des années ne se forme pas, ne rentre pas dans la société du travail, et du coup on va chercher de la main-d'œuvre à l'étranger. Et si nous ne faisons pas également, mais je crois que c'est d'actualité, le gouvernement l'a annoncé, une très grande réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage, qu'on n'ait pas aussi une démarche pédagogique en direction des familles pour bien montrer que l'emploi voilà, donc ça c'est la réforme du code du travail. Sophie Sailly-Polian s'impatiente, allez-y. Non, mais écoutez, c'est vrai que sur la formation, il y a véritablement un sujet et qu'il faut travailler là-dessus. Mais cela dit, il faut aussi que les entreprises acceptent leur rôle de formation des salariés, y compris au moment de l'embauche. Penser que des formations initiales peuvent vous livrer des salariés tout prêts, qui ont déjà tout compris sur la vie de l'entreprise, c'est faux. Donc je pense qu'il faut aussi que les entreprises prennent conscience que quand elles ne trouvent pas la personne absolument idéale, il y a certainement un processus d'accompagnement qui doit être mené. Et là, je voudrais aussi rebondir sur ce qu'a dit monsieur par rapport aux seniors, dont on se, malheureusement, avec plein de guillemets, débarrasse bien souvent, sans prendre en compte tout ce qu'ils peuvent apporter en termes de connaissances, des savoirs, des savoir-faire, pour faire en sorte que la formation, elle ait aussi lieu au cœur de l'entreprise. Il ne faut pas tout attendre, là, pour le coup, du service public. Alors après, vous dites, les salariés, on trouve des salariés pour qui les salaires proposés répondent à leurs aspirations. Écoutez, je crois qu'ils répondent... Bon, alors j'ai du mal à comprendre. Mais je crois que dans la situation actuelle, les salariés ont bien peu de capacité, effectivement, quand ils sont en recherche d'emploi, à négocier vraiment leur salaire. Oui, Christophe Rambaud. Oui, pour aller un peu dans votre sens, je pense qu'effectivement, on souffre en France d'un mépris des classes populaires, qui fait qu'il y a des jeunes, effectivement, qui ne conçoivent pas ou qui conçoivent mal le fait que on peut avoir une bonne carrière professionnelle en étant couvreur et charpentier. Donc il y a un vrai problème là de représentation de ce qu'est l'emploi, de ce qu'est la mépris des classes populaires. Je pense, monsieur, que quand on valorise mieux la banque, la finance, les traders plutôt que les métiers manuels, il faut savoir que 50% des gens qui travaillent en France. Il faut désigner les choses. Voilà, je pense qu'il y a un mépris. Écoutez, alors je pense qu'il y a, je suis prêt à admettre cela. Maintenant, quant à dire que nos problèmes d'emploi, parce qu'il faut suivre le fil du raisonnement. Le problème d'emploi, c'est d'abord un problème de formation. Sous-entendu, si le chômage ne baisse pas, c'est à cause de l'éducation nationale qui fait mal son boulot. Parce que c'est ça la petite musique qu'il y a derrière. Ça, c'est pas possible. On a 6 500 000 personnes. Donc il y a des métiers en tension, je le reconnais. Mais on a 6 500 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. D'accord, 3 500 000 chômeurs. C'est pas lié d'abord et avant tout à un problème de formation, même s'il peut exister par ailleurs, je suis prêt à le reconnaître. On a un problème global de demande. La zone euro, prise comme un tout, à 3% d'excédent commercial vis-à-vis du reste du monde. C'est-à-dire qu'elle est en déficit de demande. Donc il faut augmenter la demande. Et pour rebondir sur la note de l'INSEE, il y a quelque chose que pointe la note de l'INSEE à la suite de plein de rapports internationaux. C'est la croissance, l'excès de dette privée. Parce qu'on focalise toujours, les libéraux focalisent toujours sur les dettes publiques, mais en fait les dettes privées, des ménages, des entreprises. Oui, je sais que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est ce que je vais dire. Donc c'est les dettes privées qui ont énormément augmenté, et là on est renvoyé à un problème qui est un régime d'inégalité. Il y a eu un rapport récent de Piketty et d'autres économistes sur le sujet. Or, ce qu'on peut dire, c'est que ce gouvernement ne fait absolument rien pour revenir, pour remettre en cause ce régime financiarisé et inégalitaire qui plombe la croissance. C'est vraiment ça, au niveau mondial, ce qui plombe la croissance, c'est ce régime inégalitaire. Et malheureusement, dans les politiques gouvernementales aujourd'hui, on s'attaque pas à ce problème-là. Je souscris au fait qu'il y a un sujet d'inégalité qui est assez complexe. Il faut vraiment, parce que les solutions ne sont pas simples. C'est ça le problème. Le problème, on est assez d'accord, les solutions ne sont pas simples pour pas casser la croissance. Je veux dire, sur le taux d'activité des seniors, vous avez raison, on peut faire beaucoup mieux, mais il faut voir qu'on a fait beaucoup mieux qu'avant dans les dernières années, et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on dit assez peu, mais en fait, le taux d'emploi et le taux d'activité en France, sur les 15-64 ans, ils n'ont jamais été aussi élevés qu'en ce moment. Donc en fait, le taux de chômage, il est certes très élevé en France, mais il y a une part de la population qui est sur le marché du travail qui n'a jamais été aussi élevée qu'on le voit aujourd'hui dans les 15-64 ans. Il y a un très fort taux de chômage. Non, mais on a chez les plus de 50 ans. 11 points de hausse de taux d'emploi sur les 6 dernières années, sur les 55-64 ans, qui ont justement, à cause
cause des réformes des retraites en particulier. Le problème principal reste quand même augmenter la participation. Moi, je pardon, mais le problème principal reste quand même, puisqu'on se poursuit sur le même sujet. Rapidement, très rapidement en 2 mots, c'est quand même l'emploi des jeunes. Le drame de notre société, c'est quand même les jeunes qui ne rentrent pas dans le monde du travail. Allez-y, ensuite on terminera avec Denis Ferrand qui a pas beaucoup parlé. En France, il y a énormément de jeunes en études. C'est un drame aussi. En France, il y a énormément de jeunes en études, donc il faut bien voir de quoi les populations parlent. En fait, il y a peu de jeunes qui ne sont pas en études à moins de 25 ans. Mais en revanche, en matière de formation, le problème, on parlait de la formation. La formation, la France dépense beaucoup en formation professionnelle. Le sujet, c'est est-ce qu'elle dépense bien et est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de pertes en ligne. Et c'est ça effectivement l'objet d'une réforme à venir. Un mot pour conclure. Simplement, à quel moment doit-on baisser, à quel moment doit-on rétablir les déficits publics? Est-ce qu'on doit le faire en haut de cycle, comme on l'est actuellement? Est-ce qu'on doit le faire dans un moment de récession? Au moment des récessions, l'appel à de la dépense publique sera beaucoup plus légitime que quand on est dans un moment... Monsieur, ne faites pas comme s'il n'y avait pas un coût social énorme actuellement dans ce pays. Vous savez que les États-Unis sont à plus de 3% Merci Sophie Taillé-Polian. Merci Jean-Charles Simon. Merci Christophe Rameau. Merci à vous Alain Giandet. Merci Denis Ferrand pour ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Bonne soirée et à demain 15h.